Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information. Au sommaire pour ce soir, le gouvernement contre la marche projetée de l'opposition, alors que des candidats présidents dont Martin Fayulu et Denis Mukwege projettent la demande à leurs partisans de manifester mercredi pour exiger l'annulation de l'élection pour cause d'irrégularité. L'exécutif prévient qu'une manifestation éventuelle fera face aux forces de l'ordre. Pendant ce temps, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a invité les organisateurs de la marche pour des modalités pratiques. À la une également, la ville de Kananga dans le Kasaï central pleure ses morts. Plus de 10 personnes sont mortes après des fortes pluies qui se sont abattues ce mardi. Bonsoir à tous, commençons ce journal avec cette brève poursuite de la publication des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre ce mardi par la Commission électorale nationale indépendante. Jusqu'ici, Félix Tshisekedi mène toujours la course des résultats partiels. Le président sortant dévance de loin Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Venons-en à ce qu'on a annoncé tout à l'heure au sommaire. Le gouvernement s'oppose à la marche projetée par une partie de l'opposition, dont Martin Fayulu, candidat à la présidentielle. Selon le gouvernement, la marche projetée viole les dispositions légales en matière de contentieux électoral. Martin Fayulu, Denis Mukwege et 3 autres candidats présidents appellent à l'annulation des élections qu'ils jugent entachées de beaucoup d'irrégularités. Le gouvernement prévient que les éventuels manifestants rencontreront les forces de l'ordre sur leur chemin. Je propose à ce propos de suivre Peter Kazadi et Patrick Muyaya. Ils sont respectivement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et porte-parole du gouvernement. Les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles. Nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes. Ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Et donc ici, il faut quand même faire un petit rappel parce que vous ne pouvez pas, je le disais il y a quelques jours à Mouléga justement, nous sommes dans un match. Vous ne pouvez pas quitter le terrain quand l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'est aussi ça le fair play. Vous ne pouvez pas contester les résultats des élections alors que les résultats en question ne sont pas encore connus. Sur quelle base vous allez contester? Parce que la contestation voudrait, et c'est pour ça qu'on parle de contentieux, que vous veniez le moment venu opposer vos résultats si vous estimez que les résultats qui sont sortis ne sont pas conformes. Et donc ici, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Encore que des possibilités justement de contestation sont prévues par la loi. Et d'ailleurs ici, je salue la prise de position que vous avez tous vue de différentes chancelleries ici qui appelaient les uns les autres à la retenue et à suivre les déroulés de la publication de résultats. Nous n'avons pas arrêté de vous alerter ici que beaucoup préparaient plutôt la contestation que les élections. Justement, en rapport avec cette marche, alors que le gouvernement s'est opposé à la marche projetée de l'opposition, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a quant à lui, ce mardi, invité les initiateurs de la marche pour une séance de travail sur les dispositions pratiques à prendre. Je l'annonçais en titre, plus de 10 personnes sont mortes ce mardi 26 décembre dans un éboulement de terre sous une pluie matinale qui a débuté depuis 5 heures du matin. Le drame s'est déroulé dans la localité de Bikoukou, située dans la commune de Kananga, de la même ville, dans la province du Kasaï central. Suivez.
La pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi 26 décembre 2023 à 5 heures dans la province du Kasaï central a emporté 10 personnes dans le quartier Bikoukou qui sont mortes sur place et les dégâts matériels restent considérables. Notons que cet éboulement de terre est causé par une pluie qui a débuté à 5 heures heure des Kananga qui continue à pleuvoir jusqu'à 16 heures. Albert Kyungu, activiste de la société civile, nous explique le dégât causé par la pluie. Effectivement, sur la ville de Kananga, province de Kasaï centrale, il s'est abattu depuis les petites heures du matin, timidement vers 1h, 2h, mais ça a pris de l'intensité vers 3h, 4h jusqu'à 16h de ce mardi. C'est mardi 26 décembre 2023. C'est une pluie abondante, une pluie torrentielle qui a fait des dégâts énormes. Les gens étaient cloisonnés dans leur maison, incapables de sortir compte tenu de l'abondance de la pluie. Et des dégâts, nous ne sommes qu'au début du constat. Il y a des catastrophes naturelles, des décès qu'on ne sait pas encore déterminer pour l'instant. Donc pour l'instant, une dizaine, les informations sur une dizaine de morts juste dans la commune de Kananga. Donc plus de foyers entiers qui sont comme ça engloutis dans les ravins, dans l'écroulement des maisons par des arbres qui sont tombés. Ce sont des dégâts énormes que cette pluie a causé sur la ville de Kananga. Et des morts qui s'en est suivi par écoulement ou éboulement des maisons et des arbres. Donc je vous disais d'une dizaine déjà de morts sur la seule commune de Kananga. Je n'ai pas encore des informations sur d'autres communes, parmi les 100 qui comptent la ville ou à l'intérieur de la province. Et donc à ce niveau, à ce stade, ce que pouvait décréter l'autorité compétente, c'est déclarer la ville de Kananga sinistrée. Ça, c'est à mon humble avis, au regard des dégâts déjà que j'ai enregistrés. D'autres dégâts sont signalés dans plusieurs quartiers de la ville de Kananga. Du Kasaï central, rendons-nous à présent dans le sud Kivu où une vive tension a été observée à Calais après l'assassinat d'un motard par un élément de Mozalendo du groupe RM Amakombo dans la nuit du 25 décembre au centre Boulambika, groupement de Kalima dans la chefferie de Bukavu au sud Kivu. La population, en représailles, a brûlé vif ce matin l'élément qui a ôté la vie à un paisible citoyen. Patience Lokeke. La tension reste tendue à Calais, dans la province du Sud Kivu, après l'assassinat par balle d'un motard au nom de Kissé Kaozi par un élément Muzalendo du groupe RM Amakombo dans la nuit du 25 décembre au centre de Boulambika, groupement de Kalima, dans la chefferie de Buavu au Sud Kivu. Ce matin, la population est montée au créneau et a brûlé vif cet élément qui a ôté la vie à un paisible citoyen. Selon le président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais, le bilan de cette tension s'est alourdi où d'autres personnes venaient d'être assassinées par balle par les éléments RM, toujours au centre de Boulambika. Il s'agit de Madame Béatrice Ombeni, un écolier de la 6e année primaire au nom de Shiza Munowera, tous décédés sur place. Monsieur Blaise a été blessé par balle à la dame Rehema Toulinabo, victime de la destruction méchante de tous ses biens par le même malfrat, et la situation dégénère à Boulambika. La même source renseigne que du côté des Kachiri, groupement de Mubuku, toujours dans la chefferie de Buavu, 2 autres jeunes garçons ont été également assassinés. Dans le Nord Kivu, les FARDC dénoncent la violation continue du cessez-le-feu par les rebelles du M23. Les FARDC disent prendre la communauté internationale à témoin sur le risque de reprise des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Fin des citations. Nous vous proposons à ce sujet de suivre le porte-parole de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, et dans cet extrait choisi par Rachel Misenga. Les forces armées de la République démocratique du Congo
informe l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. Kinshasa ne décolère toujours pas et attend les explications du Kenya après l'annonce le 15 décembre dernier de la création sur console d'un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo. La question était au centre d'une conférence de presse animée ce mardi par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, qui avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement. Suivez. Les autorités de Kinshasa s'appuient sur les règles des Nations Unies qui veulent qu'aucun État ne serve de base arrière à un groupe pour déstabiliser un autre. Kinshasa est d'autant plus en colère que c'est soit un pays de la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle la RDC appartient qui abrite ceux qui nourrissent le dessein d'attaquer militairement le Congo. Nous sommes en droit de nous inquiéter qu'un pays ami qui joue un rôle important dans la recherche de la solution dans le conflit qui sévit dans l'Est de notre pays, que ce soit ce pays-là qui laisse naître sur son sol un mouvement armé, a déclaré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi. Le 15 décembre dernier, l'ancien président de la commission électorale a annoncé à partir de Nairobi la création d'une alliance militaire dénommée Alliance Fleuve Congo, avec pour ambition de prendre les armes contre les institutions en place en RDC. En signe de protestation, la RDC avait rappelé son ambassadeur au Kenya, en même temps qu'elle avait rappelé son représentant à la communauté d'Afrique de l'Est basée en Tanzanie. Le président kenyan William Ruto s'était exprimé sur cette question le lendemain de l'annonce de la création de cette alliance. Il avait notamment indiqué que le Kenya est un pays démocratique où on arrête les criminels et non les personnes qui font des déclarations. Cette réponse a contribué à geler la relation entre le Kenya et la RDC. La fête de Noël a été célébrée en province de l'Ituri en général et dans la ville de Bunia en particulier dans une grande quiétude sécuritaire comme dans toutes les grandes villes sécurisées. C'est le résultat de nombreux efforts qui ne cessent d'être consentis par le gouvernement de l'état de siège pour la sécurisation, voire le développement intégral de cette province de la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Depuis l'avènement de l'état de siège, la ville de Bunia prend un élan avec une vitesse de croisière dans tous les secteurs vitaux. La journée d'aujourd'hui reflète la naissance de Jésus. Noël se passe bien, je viens jouer. Les noms de notre gouverneur de la province de l'Ituri. Comme vous pouvez remarquer sur ces images, la joie
les bonheurs et la tranquillité ne manquent pas à l'appel comme c'est 20 décembre à la fête de Noël. Conséquence des multiples efforts déployés par les autorités militaires pour la stabilisation de la situation sécuritaire et le développement de ces chefs-lieux de la Provence à travers une remarquable modernisation de ses infrastructures routières. La population témoin et bénéficiaire de ces nombreux acquis de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction. La fête s'est bien passée et nous rendons grâce à Dieu pour la paix qui règne dans la ville de Bunia à travers nos autorités qui font bien leur travail. La fête elle-même, elle se passe dans le calme, tout se passe bien, nous sommes très contents. Rappelons que ceci est également possible grâce à l'approche militaire et non militaire qui crée un sentiment de confiance qui s'est dorénavant installé sur toute l'étendue de la Provence entre les gouvernants et gouvernés tels que voulu par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une forte tension sociale a été observée lundi, jour de nativité dans la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province de Chopo suite à la hausse continue du prix du carburant à la pompe. Conséquence, le prix de la course de taxi et taxibus a pris de l'ascenseur, situation qui a provoqué la colère des consommateurs qui ne savent plus à quel sein se vouer pour stopper la flambée vertigineuse du carburant. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Suite au délabrement de la route Beni-Kisangani, les prix des produits pétroliers ont pris de l'ascenseur dans la province de la Chopo, issue du dernier démembrement administratif de l'ex-province orientale. Depuis le week-end dernier, 1 litre d'essence se négocie entre 10 000 et 15 000 francs congolais à Kisangani, chef-lieu de la province. Une hausse des prix qui a comme conséquence directe la flambée du prix des transports dans la ville. Pendant ce temps, sur la route nationale numéro 4, aucune entreprise n'est à pied d'œuvre pour réhabiliter la route. Entre Mambasa et Nyanya, dans la province de l'Ituri, plusieurs centaines de véhicules et camions-citernes sont bloqués dans les bourbiers. Plusieurs sources annoncent le début des travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 4 d'ici début 2024. En attendant que cette promesse se concrétise, les habitants riverains de cette infrastructure routière doivent prendre leur mal en patience. Dans cette attente, tous les moyens sont bons pour vaquer librement à ses occupations. Une corvée pour les malades et personnes du troisième âge. La balle est dans les camps des autorités politico-administratives. En sport, les Léopards de la RDC joueront en amical face aux étalons du Burkina Faso le 10 janvier prochain à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les hommes de Sébastien Desabre y seront du 2 au 12 janvier prochain pour préparer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Blest Kouzola. Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, est la ville choisie pour le stage bloqué des léopards seniors congolais afin de préparer la grande fête africaine de football qui sera célébrée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. De sources proches de la FECOFA, l'on apprend que 2 matchs amicaux sont inscrits dans le calendrier de poulain du technicien français Sébastien Desabre avant de se rendre à San Pedro en Côte d'Ivoire. D'après ces sources, les fauves congolais vont affronter les étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier prochain et une autre sélection quelques jours plus tard avant de s'envoler pour San Pedro. La dernière rencontre entre la RDC et les Burkina Faso remonte au 23 septembre 2022 lors d'un match amical international déroulé au stade Père Jego et de Casablanca. Les étalons se sont imposés 1-0 grâce à un but inscrit par Bertrand Traoré à la 55e minute de jeu. Pour rappel, les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe F en compagnie des Lions de l'Atlas du Maroc, des Chipolo Polo Boys de la Zambie et les Taifa Stars de la Tanzanie. Ils vont défier les Zambiens lors de leur premier match le mercredi 17 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et il est à noter également que la phase finale de cette édition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire dans 5 villes, à savoir Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. L'information, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale.
Le secteur logistique éthiopien attend avec impatience la pleine adhésion de l'Éthiopie à la zone de libre-échange continentale africaine. En 2063, la zone de libre-échange continentale africaine vise à atteindre un PIB combiné d'environ 3,4 billions de dollars américains. Les professionnels et les responsables du secteur de la logistique et du transport ont exprimé leur enthousiasme quant à l'engagement total de l'Éthiopie dans la zone de libre-échange continentale africaine lors d'une réunion consultative organisée par l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne. Blaise Tokozola. L'Éthiopie va bientôt entamer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet phare de l'agenda 2063 qui vise la création d'un marché africain unique d'environ 1,3 milliard de consommateurs en Afrique et un produit intérieur brut combiné de 3,4 milliards de dollars. En novembre 2023, le décret tarifaire éthiopien a été soumis et la soumission de l'offre tarifaire du pays a été acceptée par les secrétariats de la ZLECAf mi-décembre 2023. Le professionnel et les responsables du secteur de la logistique et du transport ont exprimé leur enthousiasme quant à l'engagement total de l'Éthiopie dans la ZLECAf lors d'une réunion consultative de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne le 22 décembre dernier. Experts et acteurs du secteur de la logistique et du transport expriment leur enthousiasme quant à la mise en œuvre de la ZLECAf pour un meilleur développement de l'économie éthiopienne et africaine. Les secteurs est également en cours de libéralisation, les autorités cherchant à ouvrir le secteur maritime aux investissements étrangers. Abenet Belay de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne prévoit des difficultés liées à l'harmonisation des cadres juridiques et des cultures de transport d'un pays à l'autre. Le gouvernement du Nigeria va renouveler son engagement à restaurer davantage des terres dégradées pour assurer la durabilité de l'environnement dans le pays. C'est le ministre de l'Environnement Balarabe Lawal qui a donné cette assurance. Il a également déclaré que 7 millions d'hectares de terres étaient dégradés dans le pays, ce qui nécessite des efforts de collaboration entre les parties prenantes concernées pour permettre une bonne progression dans la restauration des terres dégradées. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Le gouvernement fédéral du Nigeria a renouvelé le 21 décembre 2023 son engagement à restaurer davantage de terres dégradées pour assurer la durabilité de l'environnement dans le pays. C'était au cours d'une rencontre entre le ministère nigérian de l'Environnement et le projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides, un dispositif multisectoriel et multi-institutionnel couvrant l'environnement, l'agriculture et l'eau. Selon le ministre nigérian de l'Environnement, Balarabe Lawal, les efforts devraient être concentrés pour mieux protéger les sols, lacs Tchad, les forêts et lutter contre les crimes sur la faune. Je pense que nous sommes confrontés à une crise climatique très grave et que nous avons besoin du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides, ceci avec tout le soutien que nous pouvons obtenir pour essayer de restaurer nos terres, de mieux protéger notre eau, notre forêt et tout le reste. Le projet est mis en œuvre dans 19 États du Nord et dans le territoire de la capitale fédérale. L'accent est mis sur l'évaluation du projet, le renforcement de la collaboration pour une mise en œuvre efficace, le gouvernement de l'État s'appropriant le projet afin d'approfondir les actions de renforcement de la résilience et de l'adaptation. À mon avis, ce projet a permis de mieux comprendre les processus de mise en œuvre du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides dont la mise en œuvre est un exercice continu au niveau fédéral. Nous n'allons pas seulement rester à Abuja, mais nous allons faire le tour des États afin de nous assurer que les États les plus touchés reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Globalement, la Banque mondiale a continué à renforcer son engagement en faveur du changement climatique, de la résilience, de l'adaptation et de l'atténuation. La Banque mondiale a offert 700 millions de dollars pour renforcer la résilience et restaurer le paysage redouté dans les 19 États du Nord, y compris le territoire de la capitale fédérale. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres.
Le gouvernement contre la marche projetée de l'opposition, alors que des candidats présidents dont Martin Fayulu et Denis Mukwege appellent leurs partisans à manifester mercredi pour exiger l'annulation des élections du 20 décembre pour cause de nombreuses irrégularités. L'exécutif prévient qu'une marche éventuelle fera face aux forces de l'ordre. Pendant ce temps, le gouverneur Gentili Ngobila a invité les organisateurs de la marche pour des modalités pratiques. À la une également, vous l'avez suivi, la ville de Kananga pleure ses morts. Plus de 10 personnes sont mortes après des fortes pluies qui se sont abattues ce mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Vous suivrez notamment à 21h l'émission Schéma Critique qui sera animée par Willy Kalingai. Bonne soirée chez vous.